Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Protagoras, un sophiste présent dans les livres de Platon au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pour nous accompagner dans l'explication de ses propos, nous allons faire appel à Mowgli, le héros du livre de la jungle de Disney. En 2016, Jon Favreau propose une version live-action du livre de la jungle de Disney, dans lequel il inclut pas mal de modifications. Au centre de ce film se trouve la transformation de Mowgli en homme, au sens d'être humain véritable, lui qui a d'abord été élevé par des loups. Le film s'ouvre sur une scène de course-poursuite. Mowgli essaie d'apprendre à échapper aux prédateurs, mais il n'est pas à la hauteur de ses frères loups. Il compense ses faiblesses par l'utilisation d'objets techniques. Quand le tigre Shere Khan découvre que les loups cachent un humain, il propose un ultimatum. Soit on lui livre Mowgli, soit il s'attaque aux loups et les tue un par un. Akela, le chef de la meute, décide de renvoyer Mowgli au village humain, escorté par la panthère Bagheera. En chemin, il rencontre l'ours Baloo, qui profite des capacités techniques de Mowgli pour se faire une énorme réserve de miel. Mowgli est ensuite enlevé par des singes qui le conduisent à leur chef, le roi Louis, qui vit comme un humain dans un temple. Louis a une obsession, il veut, comme les humains, avoir le contrôle du feu pour devenir l'être le plus dangereux de la jungle et étendre son pouvoir. Mais son temple est détruit quand Mowgli s'enfuit et il meurt écrasé sous les décombres, non sans avoir révélé à Mowgli que le loup Akela a été tué par Shere Khan. Pour se venger, Mowgli court au village humain, vole une torche enflammée et revient dans la jungle, sans se rendre compte qu'il met le feu à la forêt. Quand il voit la forêt en flammes, il jette la torche dans l'eau et se retrouve désarmé face à Shere Khan. Les animaux se liguent tous contre lui, mais ils sont écartés un par un. Mowgli attire alors Shere Khan dans la forêt enflammée et parvient à le vaincre grâce au feu et à sa connaissance de la forêt. La notion qui va nous intéresser est la technique. La dernière fois que nous avons parlé de la technique, dans l'épisode sur Ian Malcolm et Bergson, nous nous sommes surtout intéressés aux dérives possibles du développement technique. Même si la fin du film, le livre de la jungle, revient sur la question des dérives, l'ensemble de l'histoire ici montre plutôt que la technique est ce qui constitue l'être humain en propre. Sans technique, nous ne pourrions survivre dans la nature. La notion de technique renvoie à deux choses distinctes, le savoir-faire et les objets artificiels. Le savoir-faire, comme l'indique le mot, implique la connaissance et l'action. L'être humain accumule des connaissances sur la nature, ce qui permet ensuite d'en tirer profit. Par exemple, si certains animaux sont capables de distinguer instinctivement les aliments nocifs pour eux, il nous faut apprendre à reconnaître les champignons comestibles et ceux qui sont vénéneux. Les objets fabriqués, eux, compensent les faiblesses naturelles de l'être humain. Face au froid de l'hiver, nous n'avons pas de fourrure pour nous protéger, mais nous avons du feu, des maisons et des vêtements. Au travers d'un mythe, le sophiste Protagoras, dans le livre qui s'appelle aussi Protagoras écrit par Platon, soutient que la technique est le propre de l'homme. Elle est à la fois nécessaire pour la survie de l'être humain, ce qui le distingue des autres animaux, mais elle est aussi une caractéristique divine. Je rappelle que les livres de Platon sont des dialogues entre le philosophe Socrate et plusieurs sophistes, dont celui qui donne son titre au livre. Quand les propos sont tenus par Socrate, on considère que la thèse est celle de Platon. Quand c'est un sophiste, on attribue la thèse directement au sophiste. C'est pourquoi cet épisode s'appelle Mowgli et Protagoras et non Mowgli et Platon. Je vais lire le mythe en entier, ce sera donc plus long que d'habitude. Les personnages du mythe, Prométhée et Épiméthée, sont des titans, une espèce immortelle mais inférieure aux dieux. Ils sont chargés par Zeus de répartir des qualités aux êtres vivants, et voilà ce qui va leur arriver. Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre d'un mélange de terre et de feu, et des éléments qui s'allient au feu et à la terre.
Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de les pourvoir et d'attribuer à chacun des qualités appropriées. Mais Épiméthée demanda à Prométhée de lui laisser faire seul le partage. « Quand je l'aurai fini, dit-il, tu viendras l'examiner. » Sa demande accordée, il fit le partage et, en le faisant, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là. Mais il imagina pour eux d'autres moyens de conservation. Car à ceux d'entre eux qui logeaient dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir, ou un refuge souterrain. Pour ceux qui avaient l'avantage d'une grande taille, leur grandeur suffit à les conserver, et il appliqua ce procédé de compensation à tous les animaux. Ces mesures de précaution étaient destinées à prévenir la disparition des races. Mais quand il leur eut fourni les moyens de s'échapper à une destruction mutuelle, il voulut les aider à supporter les saisons de Zeus. Il imagina pour cela de les revêtir de poils épais et de peaux serrées, suffisantes pour les garantir du froid, capables aussi de les protéger contre la chaleur et destinées enfin à servir, pour le temps du sommeil, de couverture naturelle propre à chacun d'eux. Il leur donna en outre comme chaussures soit des sabots de corne, soit des peaux cailleuses et dépourvues de sang. Ensuite, il leur fournit des aliments variés suivant les espèces, aux uns l'herbe du sol, aux autres les fruits des arbres, aux autres des racines. À quelques-uns même il donna des animaux à manger, mais il limita leur fécondité et multiplia celle de leurs victimes, pour assurer le salut de la race. Cependant Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait, et il lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais nus, sans chaussures, ni couverture, ni armes, et le jour fixé approchait où il fallait l'amener du sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu. Car sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile. Et il en fait présent à l'homme. Dans la suite, Prométhée fut, dit-on, puni du larcin qu'il avait commis par la faute d'Épiméthée. Ce mythe est étudié par la plupart des professeurs en terminale, dont moi. Il y a beaucoup de raisons à cela. Déjà, c'est un mythe, une façon imagée de présenter une idée complexe, et c'est facilement accessible à n'importe qui. Ensuite, ce mythe est riche. Il parle à la fois de l'ordre naturel, puisque le début imagine la façon dont les caractéristiques des différents animaux ont été réparties, et du rôle de la technique pour l'être humain. Enfin, il anticipe déjà les dérives possibles de la technique. Prométhée ne se contente pas de donner des moyens techniques aux humains, mais il vole cette connaissance aux dieux. Nous allons analyser ce deuxième point plus tard. Au moment de donner vie aux animaux, Zeus demande donc à Prométhée et Épiméthée de distribuer à ces êtres différentes qualités, dans le but que chaque espèce soit adaptée à la survie. Épiméthée se charge seul du partage, il dit à son frère Prométhée qu'il vérifiera à la fin que tout a été fait correctement. Épiméthée commence par faire en sorte que les animaux soient équilibrés, au sens où aucun ne pourrait prendre le dessus sur tous les autres et qu'aucun ne disparaisse trop vite. Le mythe montre ce qu'est un partage juste. Il ne s'agit pas de donner exactement la même chose à tout le monde, il y a bien des animaux forts et d'autres qui sont faibles. Un lion possède la force physique et des armes naturelles, les griffes et les crocs, alors qu'un lapin n'a pas cette chance. Cependant, le lapin a autant de chances de survie que le lion, parce qu'il a la capacité de se cacher sous terre et peut échapper aux prédateurs. De même, les oiseaux sont très faibles physiquement, mais ils peuvent voler, ce que ne peut pas le gros carnivore terrestre. Si le partage est juste, ce n'est donc pas parce qu'on a donné la même chose à tout le monde, mais parce que tous les êtres ont la même chance de survie. Au travers du mythe, Protagoras montre que la nature est bien faite. Par la suite, Épiméthée va donner des qualités aux animaux pour qu'ils se défendent, non pas contre les autres animaux cette fois, mais contre les aléas naturels. Pour supporter le froid de l'hiver, Épiméthée donne aux animaux soit des fourrures, soit une peau épaisse, soit un sang-froid. Les plus fragiles peuvent se réfugier sous terre. Épiméthée veille également à l'équilibre entre le régime alimentaire des animaux et leurs moyens de reproduction. Les carnivores sont plus lents à se reproduire, pour éviter qu'ils ne prolifèrent et éliminent les herbivores. Les insectes
plus faibles que tous les autres, se reproduisent tellement vite qu'il serait impossible de tous les supprimer, même avec une très grande force. Ainsi, on peut dire que le partage fait par Épiméthée est juste au sens où il est équitable. Chacun a exactement ce dont il a besoin pour avoir les mêmes chances que les autres. Chacun désignant ici l'espèce entière et non l'individu bien sûr. Ce mythe s'inscrit dans la tradition mythologique grecque, où la nature est toujours représentée comme une parfaite harmonie qu'il faut conserver, voire imiter. Nous avons déjà longuement parlé de cette idée dans l'épisode sur Mufasa et l'autorité, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Le terme grec de cosmos, qui désigne le monde au sens de l'univers, se retrouve dans cosmologie ou cosmonaute, mais aussi dans cosmétique. Le monde est ce qui est beau parce qu'il est parfaitement ordonné et bien construit. Le mythe de Prométhée intervient après la création du monde et la mise en place de l'ordre par Zeus, mais on remarque que le rôle des deux titans est de perpétuer cet ordre harmonieux. Mais Épiméthée va commettre une erreur qui nous est racontée dans la deuxième partie du mythe. Quand Prométhée vient inspecter le travail de son frère, il se rend compte qu'une espèce a été oubliée. L'homme n'a reçu aucune qualité. Par conséquent, quand les animaux seront lâchés dans la nature, l'homme sera le premier à mourir. Il n'a rien pour se défendre contre les autres animaux, ni contre les aléas naturels. S'il n'est pas dévoré par les carnivores, il mourra au premier hiver. L'être humain est donc, au départ, l'animal le plus faible de tous. S'il survit malgré tout, c'est uniquement grâce au cadeau que va lui faire Prométhée. Pour réparer l'erreur d'Épiméthée et donner à l'homme des moyens de survivre, Prométhée va voler la connaissance des arts à Athéna et le feu à Héphaïstos. Autrement dit, il vole la technique, selon les deux sens que nous avons distingués au début. Le savoir-faire est représenté par la connaissance des arts prise à Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, et les objets techniques par le feu volé à Héphaïstos, le dieu des forgerons. Grâce à ces qualités, l'homme va pouvoir assurer sa survie, il peut fabriquer lui-même les armes qui lui manquent contre les autres animaux, mais aussi les vêtements et les habitations pour compenser son absence de fourrure et se protéger du froid. La technique est ainsi à la fois ce par quoi l'être humain construit lui-même ses moyens de survie, mais aussi ce qui le définit en propre. Les autres animaux ont des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des autres, l'homme a la technique. Mais en donnant aux êtres humains un attribut divin, puisqu'il a été volé aux dieux, Prométhée a fait de l'homme un être qui n'est pas à égalité avec les autres animaux. L'homme est désormais supérieur au reste de la nature. Prométhée a donc bouleversé l'ordre cosmique dans lequel chaque chose était à sa place. Il sera puni de la façon la plus atroce. Selon le mythe, Prométhée fut par la suite attaché à un rocher et tous les matins un rapace venait lui dévorer le foie. Puis le lendemain, son foie avait repoussé pour que l'oiseau revienne lui manger tous les matins, et ce pour l'éternité parce que les titans font partie des races immortelles. Ce type de châtiment, qui consiste à répéter la même situation absurde pour l'éternité, est celui que les dieux utilisent pour punir le crime d'Ibris, traduit en français par démesure. L'Ibris est le fait pour l'homme de se comparer aux dieux et de vouloir les surpasser. Si c'est le crime qui est considéré comme le plus grave, c'est parce que dans la pensée grecque, chaque chose a une place qui lui est propre, et changer cet ordre est porter atteinte à l'ordre cosmique en général. C'est ce que fait Prométhée en donnant un attribut divin à l'homme. Il crée une espèce qui n'aurait pas dû être là, et se retrouve avec un pouvoir démesuré capable de détruire la nature. On voit comment, au IVe siècle avant Jésus-Christ, la mythologie grecque anticipe déjà le fait que la technique présente un risque pour l'ordre naturel, un risque de destruction. Le livre de la jungle de Jon Favreau reprend énormément d'éléments du mythe, dont la plus évidente est le vol du feu au village des hommes par Mowgli pour aller combattre le tigre Shere Khan, contre qui il n'a aucune défense naturelle. Avant d'analyser la scène finale, on va revenir tout au début, car le contraste entre la technique humaine et les aptitudes naturelles animales est montré tout au long du film. La première scène, par exemple, montre comment les louveteaux apprennent à courir le plus vite possible pour fuir Bagheera. Mowgli est parmi eux, mais n'est pas capable de courir aussi vite que les loups. La vitesse ne fait pas partie des qualités naturelles de l'être humain. Mowgli est doublement en position de faiblesse, il n'est pas aussi rapide que les petits loups et n'est pas plus fort que la panthère. Quand Bagheera arrive à le rattraper, il est prêt à le dévorer.
Heureusement, ce n'était qu'un entraînement et Bagheera est un ami. Mais cet entraînement doit apprendre à Mowgli à survivre dans la jungle, et il a échoué. Pourtant, il a voulu compenser sa faiblesse naturelle par la technique, comprise d'abord comme savoir-faire. Au lieu de continuer à courir comme les petits loups, il a tenté de grimper à un arbre et échapper ainsi aux prédateurs. Malheureusement, une branche de l'arbre a craqué et il est tombé. Bagheera lui reproche non seulement d'avoir voulu utiliser une stratégie détournée au lieu de continuer à courir comme le ferait un vrai loup, parce que, comme on le comprend vite, l'objectif est bien de faire de Mowgli un bon loup qui se comporte comme un loup, mais il lui reproche aussi de s'être fait avoir par un arbre mort. C'est une chose qu'un loup doit savoir, lui dit Bagheera. Mais si les animaux ont certaines connaissances innées sur leur environnement, par exemple, ils savent intuitivement qu'une espèce est toxique pour eux et n'en mangent pas, l'homme doit d'abord apprendre. Nous ne savons pas reconnaître à l'instinct les champignons comestibles et ceux qui ne le sont pas. Mowgli se servira à la fin du film de cette connaissance acquise à ce moment-là. Il fera tomber Shere Khan dans les flammes en le forçant à sauter sur la branche d'un arbre mort. Cependant, tant qu'il n'a pas acquis le savoir-faire, il est une proie facile dans la jungle. Quelques minutes de film plus tard, Mowgli fabrique une coupelle pour prendre et boire de l'eau dans la rivière. C'est le deuxième sens de la technique, celui venu d'Héphaïstos, la capacité à fabriquer des objets. Encore une fois, une figure d'autorité, son père loup cette fois Akela, lui demande d'arrêter car ce n'est pas à la manière des loups. Mais ce que nous dévoile la scène, ce n'est pas seulement une gêne parce que Mowgli ne fait pas ce qu'il faut, on voit que les autres animaux ont peur. Ils ont face à cet objet technique un mouvement de retrait, comme s'ils mesuraient déjà le danger que représente l'introduction de la technique dans la nature. Danger qui sera confirmé à la fin du film avec l'incendie de la forêt. L'objet technique introduit un déséquilibre, alors que la scène est censée être un moment de paix où tous les animaux, prédateurs comme proies, sont réunis autour du lac pour boire, l'apparition de l'objet technique marque en même temps l'arrivée du tigre Shere Khan. La paix est aussitôt troublée et l'harmonie dans laquelle vivent Mowgli et les loups est brisée. Shere Khan pose un ultimatum, il faut soit livrer Mowgli, soit subir son châtiment. Alors que pendant les premières années de la vie de Mowgli, il semble qu'il n'y ait eu aucun problème, le fait qu'il utilise tout à coup un objet technique, qu'il introduise l'artificiel dans la nature, annonce la fin de cette harmonie. Même s'il y aurait d'autres passages intéressants à étudier concernant la technique, je vais aller directement à la fin du film. Pour les interventions de Baloo et du roi Louis, toujours en lien avec la technique, j'en ai parlé dans le chapitre de mon livre « Il en faut peu pour philosopher » consacré au livre de la jungle. Passons donc à la fin du film, au moment où Mowgli, pour venger la mort d'Akela, va voler le feu aux hommes pour se battre contre Shere Khan. Ce ne sont pas les dieux qui possèdent le feu dans le film, ce sont les hommes qui vivent dans le village, mais on peut facilement faire un rapprochement, car lorsque Prométhée va voler le feu, l'homme est encore à l'état naturel, alors que les dieux vivent en civilisation. Quand Mowgli arrive au village des hommes, il observe cachés les hommes qui ne sont que des ombres face à un feu immense. Ils n'osent même pas entrer dans le village et se contentent de prendre une torche à l'entrée. Les hommes du village ont donc bien un aspect divin, ou du moins inaccessible. Le vol du feu est une référence assez évidente au mythe de Prométhée, même s'il ne faut pas oublier que dans la version de Protagoras, Prométhée ne vole pas seulement le feu, mais aussi la connaissance des arts. Ce qui est volé précisément dépend des versions du mythe. Mowgli possédait déjà le savoir-faire et fabriquait quelques objets. Le feu va représenter la puissance démesurée de la technique, plus que la capacité à fabriquer des objets, puisque le feu dans le mythe vient d'Héphaïstos, dieu des forgerons. Si la coupelle que Mowgli a utilisée pour boire était inoffensive, le feu est à double tranchant. Comme le lui explique le serpent Kaa au milieu du film, le feu apporte chaleur et lumière, mais il est aussi capable de tout détruire sur son passage, et c'est pourquoi les animaux en ont peur. Le feu, ainsi que la technique humaine en général, fait partie de ce qu'on peut appeler des pharmakones. Le mot grec pharmakon, qui a donné pharmacie, signifie à la fois remède et poison. C'est le même mot qu'on utilise pour les deux. En effet, en médecine, la réussite est dans le dosage. Peu de pharmakones soignent le malade, trop de pharmakones le tuent. La technique et le feu sont des pharmakones. Bien maîtrisés, ils sont nécessaires à la survie de l'humain dans la nature. C'est pourquoi Prométhée les vole aux dieux pour les donner aux humains.
mais non maîtrisé, il mène à la destruction de l'homme et de la nature. Mowgli vole le feu afin d'avoir la puissance suffisante à combattre Shere Khan. Le tigre a des qualités naturelles, les griffes et les crocs, que Mowgli n'a pas. Pour espérer être à la hauteur, Mowgli a besoin du feu. Mais en prenant ce feu, qui est dans le mythe un attribut divin, et dans le film ce qui effraie tous les animaux, il n'est plus l'animal le plus faible. Alors qu'avant tous les animaux avaient peur de Shere Khan, ils ont désormais peur de Mowgli. Et pour une bonne raison, en traversant la jungle en courant, la torche à la main, il a mis le feu à toute la forêt. Le fait de donner un attribut divin aux hommes, et ainsi faire preuve d'hybris, est donc bien un risque pour l'harmonie cosmique. Ne pas garder la place qui nous est attribuée dans l'univers peut conduire à une destruction de la nature dans son ensemble. Quand Mowgli s'en rend compte, il jette la torche dans l'eau. Mais en se débarrassant du danger, il se débarrasse aussi de la seule chose qui peut le sauver. Shere Khan lui fait remarquer qu'il n'a ni griffes, ni fourrure, ni crocs. Rien pour se défendre. Même si la technique est dangereuse, il serait absurde de vouloir s'en débarrasser complètement comme le fait Mowgli, parce que l'être humain ne peut pas vivre sans. Nous rejoignons donc l'idée vue avec Ian Malcolm et Bergson dans l'épisode sur Jurassic Park. Il faut réfléchir aux usages des techniques avant de les inventer. Jeter le feu dans l'eau n'est pas ce qui sauve Mowgli. S'il arrive à vaincre Shere Khan à la fin du film, c'est en utilisant la technique, mais de façon intelligente et raisonnée. Au lieu de se précipiter sur une puissance immense qu'il ne maîtrise pas, le feu, Mowgli réutilise ses connaissances autour de l'arbre mort, il utilise des pierres pour se forger une arme tranchante, grimpe aux arbres et fait tomber le tigre dans les flammes. Au début du film, le narrateur, qui est Bagheera, dit que cette histoire est celle de la façon dont Mowgli est devenu un homme. Mowgli est toujours un enfant à la fin du film. Il ne faut donc pas comprendre homme au sens de l'homme adulte, mais au sens de l'être humain. Mowgli, un être élevé par des loups, qui fait des efforts pour se comporter comme un loup, va devenir un être humain à proprement parler. Il maîtrisera le savoir-faire technique, sera capable de fabriquer des outils, tout en étant conscient des dangers que la technique peut représenter. Il pourra donc l'utiliser de façon raisonnable, en réfléchissant avant d'en faire usage. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si cet épisode vous a plu et que vous êtes sur Apple Podcast, pensez à nous soutenir en mettant 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ou un commentaire pour partager vos réactions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.